Alors, on est de retour. Merci à nouveau à Dr Arruda pour cette conversation extrêmement intéressante. On passe à une continuité un peu de ces échanges-là. J'ai la chance en présentiel d'être en compagnie d'Erin Strumpf, qui est chercheuse au département d'économie de l'Université McGill. Bonjour Erin, merci d'être avec nous. Et si je ne me trompe pas, en ligne, nous avons également Mehdi Ami, qui est professeur agrégé à la School of Public Policy and Administration de l'Université de Carleton, et également Roxane Borges da Silva, professeur agrégé au département de gestion, d'évaluation et politique de santé de l'Université de Montréal et chercheuse au CRESP et au Cyrano. Mehdi, Roxane, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour. Non, on ne va pas faire le saut. Aussi, bonjour. Mehdi, c'est bon, tu es avec nous aussi? Ouais, je suis avec vous. Bonjour à tous. Bon, fantastique. Alors, c'est certain que vous avez eu un rôle majeur à différents niveaux au cours des derniers mois ou des dernières années en matière de recherche, plus particulièrement de recherche qui va porter sur l'investissement en santé publique, que ce soit au Québec par rapport à d'autres provinces canadiennes ou alors au Québec par rapport à d'autres secteurs de la santé plus particulièrement. Merci à nouveau d'être avec nous. Je tiens à la rappeler, c'est vraiment très précieux votre temps. On a eu la chance de se parler à plusieurs reprises au cours des nombreux mois, de faire d'autres webinaires aussi qu'on va inviter justement les personnes à regarder. Dans un premier temps, la question qui serait: quels sont les indicateurs à regarder pour établir un plan, enfin un bilan du financement en santé publique au Québec et dans le reste du Canada? Alors, Erin, Mehdi, c'est à vous. Vous ne sautez pas dessus, ça va aller. Mehdi. Je vais commencer. Ouais, bonjour. Donc, bonjour à tous. Et désolé de ne pas pouvoir être là en personne. Donc, je vous parle depuis Ottawa, la grande région de Montréal, si vous voulez. Donc, ici, juste quelques commentaires. Donc, pour commencer, en fait, sur ta question, c'est vraiment la base, c'est essayer de savoir combien d'argent est dépensé. Et comme tu l'as souligné, il y a cet exercice à faire, à savoir combien d'argent est dépensé comparativement entre les différentes provinces canadiennes et éventuellement entre ces provinces et à l'international. Mais ce qu'on voudrait idéalement, ça serait ajuster par les différences de santé entre populations, ajuster en tenant compte des déterminants sociaux de la santé. Ça, on n'en est pas encore là. Ce qu'on est capable de faire en général, c'est juste d'ajuster par le nombre d'habitants. Donc, où on considère qu'un habitant du Québec est le même qu'un habitant de Terre-Neuve-Labrador et que tous les habitants au Québec sont les mêmes. Ce qu'on sait qui est pas vrai, mais c'est plus ou moins ce qu'on est capable de faire de façon assez directe. Et là, juste pour donner un ordre de grandeur, donc là aussi, ça va dépendre de comment on définit la dépense. Mais si on prend la perspective la plus conservatrice, où on dit voilà ce qui est dépensé par habitant dans les budgets des ministères provinciaux et territoriaux, et qui est vraiment consacré à ce qu'on peut s'entendre et la santé publique, on est à environ 100 $ par habitant au Québec. Et pour donner un ordre de grandeur, ça se compare à environ 350 $ en Ontario, et une moyenne canadienne à environ 300 $ par habitant. Donc, il y a quand même. Donc, je reviendrai un peu plus tard dans les commentaires sur attention, prendre ces chiffres avec précaution, mais il y a des ordres de grandeur qui sont quand même à considérer. Et là aussi, c'est si on pense, OK, par rapport au reste du système de santé, si on prend les budgets des médecins, les budgets des hôpitaux, on n'a pas du tout. On a des différences entre les provinces, mais on n'a pas une différence aussi énorme entre ce qui est dépensé au Québec et ce qui est dépensé en Ontario ou ce qui est dépensé dans le reste du Canada. Et donc ça, c'est juste une image à une période, fin des années 2010, donc 2019 en l'occurrence. Mais ce qu'on doit vraiment garder à l'esprit aussi, c'est comment ces choses changent dans le temps. C'est quoi la croissance de ces dépenses? Puisque, bon, vous savez, les économistes, on parle beaucoup de croissance. Donc, comment ça évolue? Est-ce qu'on ne bouge pas? Est-ce que le secteur grossit? Est-ce que le secteur se rétracte? Et là, bon, donc nous, ce qu'on avait fait dans un des projets, c'est regarder par exemple, depuis 2009. Donc, on est remonté jusqu'à 75. Mais là, juste pour donner quelque chose d'un peu moins effrayant. Donc, depuis 2009, donc juste post-crise économique, on a une réduction des dépenses de santé publique au Québec de l'ordre, grosso modo, de 25%. Alors qu'en Ontario, c'est d'où je vous parle,
ça a augmenté d'environ 32%. Donc là aussi, on est sur des trajectoires assez différentes qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Et sur la même période, là, c'est aussi par rapport au reste du système de santé, au Québec, donc le reste du système de santé, incluant donc, les médicaments couverts par l'assurance publique, le budget du médecin, les budgets des hôpitaux, on parle d'une croissance de 22%. Donc là aussi, il y a ces contrastes qui sont importants à faire. Voilà où on en est pour la santé publique par rapport dans le temps, entre le Québec et le reste du pays, et par rapport au reste du système de santé. Donc ça, c'est le premier élément. Mais, donc, c'est pas suffisant, mais c'est juste un premier point et je vais laisser Erin, si tu veux prendre sur… Oui, mais tout à fait. Parce que la question a porté sur le bilan de santé publique, donc il faut compléter le bilan, les ressources qui sont investies, mais aussi les résultats. Mm-hmm. Et donc, on a parlé avec Dr. Arruda tout à l'heure des dépenses en santé publique comme un investissement. Il faut être capable de démontrer c'est quoi le retour des investissements. C'est sûr. Donc, les chiffres dont Mehdi a présenté en termes de le montant qui est dépensé par habitant en santé publique au Québec, des autres provinces, une façon de voir ces chiffres où Québec est beaucoup plus bas que les autres provinces, c'est qu'on investit pas assez. Mais il y a une autre façon de voir ces chiffres en disant que peut-être on est beaucoup plus efficace que les autres provinces. Donc, il faut être capable de mettre les résultats, soit le taux de tabagisme, soit le taux d'infection des infections, des maladies infectieuses, soit la mortalité précoce. Il faut être capable de mettre à côté des ressources les résultats qui sont produits par la santé publique. Et donc, c'est très intéressant. Et puis, pour rebondir sur ce que vous dites, Erin, Mehdi, la plus grosse critique qu'on a quand on fait des comparaisons avec les autres provinces, justement, c'est que la situation est complètement différente. Ça ne se compare pas. Mais il y a quand même des indicateurs. Et puis, Mehdi, tu le disais très bien, c'est qu'on parle de 3 fois plus dans d'autres provinces. Donc, même si on a certains biais à ces indicateurs-là, il y a quand même une tendance majeure qui ressort, qui est un sous-investissement par rapport à d'autres provinces. Et puis, j'aime beaucoup ce que tu dis, Erin, aussi, sur le fait, est-ce que on a un niveau de mortalité qui est inférieur? Est-ce qu'on a un niveau de tabagisme qui est inférieur par rapport aux autres provinces? Ça serait d'autres données, en fait, à corréler de manière générale, mais de la être 3 fois en dessous. Oui, tout à fait. C'est peu probable, oui. On dira. Je trouve que c'est important en ce moment de s'adresser aux questions des sceptiques qui sont peut-être pas parmi nous en santé publique. Et c'est un gros travail à faire, je pense, pour nous, d'être capable de convaincre les gens qui ne sont pas de notre équipe. Donc, un gros travail à faire pour rattraper les autres provinces, plus particulièrement. Et puis, on aura la chance de revenir là-dessus. Roxane, au niveau de Cyrano, de votre côté, vous avez davantage regardé l'investissement au sein du Québec par rapport aux autres branches de santé. Hein, c'est bien ça. Est-ce que tu peux nous parler de ces indicateurs de ton côté? Oui, mais merci et bonjour à tous. Et désolée de ne pas être là moi aussi, alors que je suis dans la petite région de Montréal, contrairement à Mehdi. Mais il y a de la Covid chez nous, alors j'ai préféré rester à la maison par prudence. En fait, avec Erin, on a analysé des données des dépenses de santé publique depuis 2004 au Québec. Donc, il faut faire attention parce que l'analyse qu'on a faite de ces dépenses ne tient pas compte du tout, justement, comme disait Mehdi, non seulement du fardeau, en fait, des conditions de santé de la population et ni par exemple de l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques ou du vieillissement démographique. Donc, c'est vraiment des données uniquement du côté dépenses de santé. Et ce qu'on voit en fait, c'est que le budget de la santé publique est resté assez stable depuis le début des années 2004. Donc, en fait, les dépenses plutôt en santé publique. Donc, on était à 1,4% des dépenses totales du ministère de la Santé au début des années 2004.
On est monté dans les années 2011-12 à 1,8% et on est redescendu en 2019, juste avant la pandémie, à 1,4%. Donc, en fait, en santé publique, les dépenses, la part des dépenses en santé publique dans tout le ministère de la Santé, dans toutes les dépenses du ministère de la Santé, sont à 1,4%, ce qui est très faible dans la mesure où on sait quel est l'impact, même si on a beaucoup de difficultés à le mesurer, on sait quel est l'impact d'investir en santé publique et en fait de faire des programmes en santé publique. Et une autre chose aussi qui est intéressante par rapport à ces données-là dans le projet qu'on a réalisé avec Erin, c'est de regarder aussi, de comparer l'évolution des dépenses en dollars constants sur la période, donc en santé publique par rapport aux autres programmes de dépenses en fait du ministère de la Santé. Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'au cours entre 2004 et 2019, on a vu une augmentation donc, du budget, en fait, des dépenses de santé publique de 30%. Mais par contre, si on regarde les services généraux, par exemple, ou la santé physique, on est à 78% d'augmentation des dépenses dans ces programmes-là sur la même période. Donc, il y a clairement une distorsion dans la croissance des dépenses entre les programmes. Et pourtant, la santé publique a un tel impact que d'investir un peu plus en santé publique pourrait tellement améliorer les conditions, en fait, les habitudes de vie, les saines habitudes de vie et réduire les facteurs de risque associés à l'émergence des maladies chroniques. Donc, voilà pour quelques chiffres sur ce projet-là qu'on a réalisé avec Erin. Merci, Roxane. Alors, si on revient sur l'échange qu'on a eu avec Dr Arruda jusqu'à maintenant, quand on parle de prévention, de promotion de la santé, donc de santé publique de manière générale, on parle d'un investissement. Et quand on parle justement en fait d'autres dépenses de la part du ministère de la Santé, on parle véritablement de dépenses. Là, en fait, Roxane, de ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'on a moins de 2% de l'argent qui est investi au niveau du ministère de la Santé et qu'on a un 98% qui est dépensé. En fait, c'est une véritable dépense. C'est intéressant parce que ça démontre aussi en fait la raison pour laquelle potentiellement d'autres provinces ont commencé à augmenter un peu plus en fait leurs investissements en matière de santé publique plus particulièrement. Est-ce que Mehdi, Erin, vous pouvez parler justement de cette évolution-là en fait des autres provinces? Oui, mais je pense Mehdi, c'est toi qui as fait des beaux graphiques là-dessus. Et je peux pas, donc je vais pas vous les partager ici, mais le point essentiel, c'est en fait de dire que finalement le Québec fait partie d'un petit groupe de provinces. Donc là aussi, donc on regarde depuis très très longtemps, depuis 1975. Donc le Québec fait partie d'un petit groupe de provinces avec la Nouvelle-Écosse, pour lequel il y a presque pas de croissance réelle. Donc là aussi, c'est cette question on a juste pour l'inflation, on a juste pour le changement de structure de population, donc presque pas de croissance réelle des dépenses de santé publique. Donc, et ça, c'est ce qu'on voit avec les données de l'ICIS, donc les données de l'Institut canadien de l'information sur la santé. Est-ce que d'autres, comme Erin ou comme un groupe à Halifax, ont trouvé en Nouvelle-Écosse et ont trouvé donc au Québec. Donc on a ce sens que le Québec est à part. Et si on compare avec qu'est-ce qui se passe dans les dépenses de médicaments qui ont explosé, qu'est-ce qui se passe avec les dépenses de médecins qui ont augmenté vraiment à un rythme assez élevé par rapport à la santé publique, le profil est assez clair. Mais je voudrais revenir un peu plus tard sur cette question ça dépend comment on définit la santé publique, ça dépend à quel type de niveau de déclaration on regarde pour la santé publique. Et le point important que Erin a fait, c'est quand on veut essayer de parler d'investissement, on ne peut pas se contenter de regarder ce qui est dépensé. Pour savoir si on dépense assez ou trop, il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on obtient. Et là, ça implique de faire un effort de définir clairement quels sont les objectifs pour la santé publique. Et ça, c'est un grand défi, puisque c'était l'intervention du Dr Arruda, où, OK, on parle de justice sociale, on parle de responsabilités qui sont étalées entre le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Éducation, le ministère du Travail, le ministère de l'Économie. Et ça, de mon point de vue, c'est le plus gros défi de la santé publique, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Donc, vous savez, vous êtes au courant, il y a eu ce gros travail fait par le bureau de l'administratrice, en chef de la santé publique du Canada, qui a fait ce rapport très, très complet avec qu'est-ce qu'on sait sur le système de santé publique au Canada, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir. Et finalement, on peut dire les objectifs, c'est améliorer la santé des populations. On veut limiter la disparité entre les populations et augmenter le niveau moyen. Donc, ça qu'on cherche à faire.
Maintenant, ce qu'il faut être capable de faire, c'est traduire ça en indicateurs qu'on pourrait appeler de performance. Quels sont les indicateurs qui vont nous permettre de tracer ces objectifs très larges et intersectoriels pour pouvoir dire voilà, quel est le succès de la santé publique. Et ensuite, en économie, c'est à propos des incitations, des arbitrages. C'est ça qu'on pense en économie. Donc, quels sont les arbitrages à faire maintenant entre mettre $1 de plus dans la santé publique ou mettre $1 de plus dans ce peut-être nouveau programme qui va venir d'assurance dentaire, ou mettre $1 de plus dans la généralisation de l'assurance médicaments, ou mettre $1 de plus dans les soins de longue durée. Et si on n'est pas capable de faire ça, ça sera extrêmement difficile de faire le cas de voilà combien on a besoin de mettre en plus dans la santé publique. Est-ce que c'est assez ou est-ce que c'est pas assez? Erin, vas-y, Roxane, désolé. Mais en fait, je voudrais juste ajouter un point pour renforcer ce que vient de dire Mehdi, qui est vraiment l'impact, en fait, la différence qu'on oublie de mentionner et la confusion qu'on fait à tort entre système de santé et système de soins de santé. Et en fait, la santé publique se place vraiment dans le système de santé et non pas dans le système de soins de santé. Et le système de santé a un impact sur tous les ministères, comme vient de le dire Erin, c'est-à-dire tout le monde peut y mettre tout le monde peut y contribuer au système de santé dans la mesure où l'éducation a un impact sur la santé, le travail a un impact sur la santé, l'économie a un impact sur la santé. Et souvent, et on le fait nous-mêmes des fois, l'erreur, mais on parle souvent de système de santé pour parler du système de soins, alors que ce n'est pas le cas. Le système de santé est beaucoup plus large et ne contient pas uniquement le système de soins de santé et la santé publique relève du système de santé. Et c'est important de le dire parce que les impacts sont beaucoup plus larges. Erin. J'aimerais ajouter, je pense qu'on connaît bien l'idée que quand tout se passe bien, la santé publique est bien financée, on ne le voit pas. On ne voit rien. Les gens ne mourent pas dans les rues, puis c'est comme invisible, le succès de la santé publique. Et je pense en ces moments on connaît aussi le cycle habituel quand on est dans une crise de santé publique. On regarde les budgets, les financements, tout ça, on critique, on démonte le trou qui est là, le besoin. Mais quelques années plus tard, on a tous oublié, imaginez ça, qu'on va oublier tout ça, qu'on va arriver encore avec les autres priorités. La santé publique va être invisible et oubliée encore. Donc, pour moi, à éviter ça, il faut être capable comme on vient de dire, démontrer les impacts, les effets le réinvestissement en santé publique, mais aussi les innovations en santé publique, cette idée de la santé dans toutes les politiques publiques, par exemple. Dès qu'on est en train de réinvestir des changements dans la façon de faire, il faut être capable de réfléchir sur quoi les résultats attendus, de les mieux mesurer. Donc, j'aimerais prendre l'opportunité de comme lancer l'appel à l'ASPQ, la communauté plus large, les gens sur le terrain, de réfléchir, d'être dans une conversation, de réfléchir, c'est quoi la santé publique, sont quoi les résultats attendus, comment est-ce qu'on va mesurer ça et comment est-ce qu'on peut évaluer les impacts des réinvestissements qu'on attend en ce moment. Je pense qu'il y a une communauté qui est intéressée par ça, les gens de toutes sortes d'expertises qu'il faut rassembler pour alimenter adéquatement cette conversation. Mais à mon avis, quand je pense à mes collègues en économie, le ministère des Finances, il faut être capable de faire un argument plus fort que le budget plus bas qu'ailleurs. Oui, c'est certain. Donc, pour moi, c'est la prochaine étape parce qu'on a fait un bel effort, je pense, tous ensemble, de démontrer ces tendances et ces écarts dans le côté finance. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a quand même deux discours ou deux voies à ce discours-là. La première voie, c'est on a démontré à la fois au niveau de la comparaison avec les différentes provinces et à la fois au sein du système de santé québécois, qu'on a un sous-investissement majeur en matière de santé publique. Mais là où on peut se poser la question, c'est comment en fait argumenter par rapport à un réinvestissement massif en santé publique. Et là, on parle vraiment des indicateurs qui sont parfois manquants, qui sont peut-être sous-utilisés. J'aime beaucoup aussi, on est en plein questionnement en fait sur les données au Québec, notamment en fait au niveau du milieu du ministère de la Santé.
qui propose un projet de loi qui est quand même ambitieux par rapport à ça. C'est certain que quand on va, par exemple, regarder au niveau de la ceinture de sécurité, et quand on voit l'implantation de la ceinture de sécurité, on a vu un impact majeur sur la réduction de personnes blessées ou de personnes mortes à cause d'accidents de voiture. Quand on regarde par rapport, quand on regarde plus particulièrement pour les noyades aussi, il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à ces noyades-là plus particulièrement. Il faut qu'on arrive à trouver des exemples concrets dans lesquels on voit que les indicateurs ont fonctionné ou qu'on voit en fait l'impact concret de la santé publique. Je pense qu'on aura la chance de parler aussi de la lutte contre le tabagisme plus tard, ou même tout ce qui est en relation avec les boissons sucrées ou autres. Il y a des indicateurs qui sont très précis, qui ont été développés au niveau international, mais qui démontrent des choses aussi. Donc, après, comment on regroupe ces choses-là ensemble pour démontrer en fait cet impact? Ça, c'est peut-être la prochaine recherche, Roxane, Erin, je ne sais pas. Hein. Mais en fait, si tu permets, Thomas, il faut faire attention. En fait, l'enjeu, le problème, c'est que oui, la ceinture de sécurité, c'est très facile à isoler la variable et d'avoir une relation de cause à effet très claire. Mais quand on parle de maladies chroniques ou de multimorbidité, c'est très difficile, en fait, de faire le lien de cause à effet entre un changement, admettons, de régime alimentaire et une diminution du facteur de risque associé à une maladie chronique. Parce qu'il y a toutes sortes de variables qui peuvent entrer en confusion et donc c'est là le gros problème qu'on a les chercheurs en santé publique pour montrer l'impact, en fait, isoler l'effet des variables et montrer l'impact en santé publique. Et c'est pour ça, malheureusement, en fait, à mon humble avis, qu'on n'a pas réussi encore à largement démontrer l'importance de l'investissement en santé publique partout dans le monde. Oui, et pour moi, c'est juste peut-être c'est le bon moment de rassembler puis d'être en conversation, d'être créatif sur quoi les résultats qu'on peut mesurer, qui peut cibler mieux les résultats. Parce que c'est pas facile, c'est clair, mais il faut avancer nos méthodes et puis nos capacités, je trouve. On a encore. Je peux ajouter quelque chose? Je suis désolé. Mehdi, tu es l'invité, donc tu peux faire ce que tu veux. Je vais pas dire. Donc, ce que je veux en lien avec le thème, c'est en fait donc Roxane a mis le point sur la difficulté à faire ce lien entre l'input, enfin l'intrant et l'extrant. Mais donc, je vais revenir sur on travaille là-dessus notamment et on regarde sur la mortalité prématurée évitable pour cause qu'on peut prévenir. Donc, il y a ces indicateurs de mortalité, il y a des causes de mortalité pour lesquelles on peut dire, OK, quelqu'un ne devrait pas mourir d'un choc septique, ça c'est un problème du système de santé, ou quelqu'un ne devrait pas mourir de maladies liées à l'alcoolisme, donc ça c'est un problème de la prévention. Donc là, on peut classifier. Mais même ces classifications, en fait, sont très débattues. Juste pour montrer, OK, on a un indicateur où on peut s'entendre à peu près qu'on peut utiliser, mais même celui-ci n'est pas parfait. Mais le souci, c'est que, en fait, même au niveau des dépenses, on n'est pas clair. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait dans l'article qui a été, je crois, mis dans la bonne discussion. Si on regarde ce que le Québec dit et la santé publique, et si on regarde qu'au niveau fédéral, l'Institut canadien d'information en santé classifie ensuite comme santé publique, on n'a pas un alignement parfait. On a, à vrai dire, c'est loin d'être parfait, on a d'ordre de grandeur du simple au double. Et ce qui fait qu'on a une grosse difficulté à juste être capable de catégoriser c'est quoi qui est dépensé en santé publique pour ensuite le lier à c'est quoi que la santé publique est censée faire. Donc, au niveau de programmes plus individuels, comme un programme particulier, par exemple, de lutte contre le tabagisme, là, on est assez capable de dire ce programme implémenté dans cette région à ce moment donne tel résultat. Donc ça, au niveau microéconomique, on arrive à le faire mieux. Mais quand on regarde au niveau agrégé, c'est de ça qu'on discute, hein, au niveau de la province, on a beaucoup plus de difficultés à dire, voilà, j'ai dépensé tant de dollars dans le système de santé publique et j'ai obtenu tant de résultats pour ces dollars. Donc, nous, ce qu'on travaille là, c'est on est revenu au point de départ à essayer de dire, est-ce qu'on peut s'entendre à avoir une catégorisation de ce qui est le financement de la santé publique où toutes les provinces vont être d'accord et idéalement, où on est capable de se comparer avec l'Australie, avec la France, avec l'Angleterre, donc des pays qui sont des pays industrialisés, qui ont des niveaux de santé relativement comparables et qui ont des dépenses de santé relativement comparables. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est qu'il faut aussi garder à l'esprit, donc ça c'est
Donc, en économie, on a ce concept d'élasticité. Si on change quelque chose de 1%, comment va changer l'autre variable qui nous intéresse? L'élasticité en termes de la dépense de santé en général est assez faible, en fait. Si on augmente de 10% les dépenses de santé en général, on a une réduction de la mortalité de l'ordre de 1,5%. Donc, ça veut dire que tout l'argent qu'on va mettre, même si on met beaucoup, il faut s'attendre à ce qu'on n'aura pas des retours énormes, puisque voilà, le revenu va être un déterminant de la santé plus important, parce que l'éducation va être un niveau de déterminant de la santé plus important, parce que la capacité à vivre dans un environnement sain en général va être un déterminant. La pollution va être plus importante. Donc, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Il faut savoir que avoir des grandes ambitions avec ce qu'on peut obtenir, mais aussi savoir que, OK, où est-ce que l'argent est mieux investi? C'est finalement ça, tout simplement. C'est ça que je devrais dire. Ça amène quand même à une très grosse question, hein, Mehdi, qui est le leadership en matière de données de santé publique, que ce soit au Québec ou au Canada. Ça, c'est la première chose. Ça amène peut-être aussi, en fait, une autre deuxième question qui est l'accès aux données, qui nous préoccupe énormément. Hein, et puis, ça fait longtemps, en fait, que ça nous préoccupe. Justement, on est content qu'on s'y attarde plus particulièrement. Éric Kerr, ministre qui est en relation justement avec ces projets-là, est très préoccupé par rapport aux données. On est avec justement M. Dubé qui est très préoccupé aussi par rapport aux données de santé plus particulièrement. Ça nous prend un accès vraiment, on va dire, valorisé ou favorisé, plus particulièrement pour le milieu de la recherche, si je ne me trompe pas. Hein. Absolument. Et juste, je laisserai ensuite la parole à mes collègues, mais c'est aussi un des défis qu'on a, même avec des indicateurs agrégés qui sont les dépenses de santé. Et c'est là où c'est assez surprenant, puisque typiquement, dans le domaine de la santé, la raison pour laquelle il est difficile d'accéder aux données est la protection de la confidentialité. Parce qu'on ne veut pas pouvoir identifier une personne, quelles sont ses conditions, est-ce que cette personne a une maladie, avec toutes les implications que ça peut avoir pour je sais pas, les choix d'assurance, les choix d'emploi de ces personnes. Mais au niveau agrégé, on regarde combien a été dépensé au niveau d'une province ou même d'une région socio-sanitaire, il est assez difficile de justifier les barrières d'accès aux données par la confidentialité. On ne va pas identifier une personne ou un groupe de personnes si on regarde un montant de dépenses dans un programme au niveau d'une province. Donc, là aussi, c'est ça, si je devais avoir un message en particulier, il faudrait rendre ces données plus transparentes. Il faudrait rendre l'accès à ces données de dépenses avec le maximum de sous-catégories possibles pour les chercheurs idéalement, mais aussi pour la communauté en général. Je noterais simplement quand même que là, c'est une note plus positive pour le Québec. D'expérience, l'information a été plus facile à trouver au Québec que dans les autres provinces canadiennes. Oui, je trouve que notre business ici, comme chercheur, c'est pas juste de faire nos trucs à la université, c'est d'aider à la prise de décision, d'améliorer les politiques publiques et d'apprendre de nos expériences puis les expériences d'ailleurs sont quoi les meilleures façons d'investir en santé publique pour produire les meilleurs résultats. Et donc, sans les données, sans les évaluations, c'est très difficile à faire ça. C'est sûr que l'accès aux données en matière de santé, soit l'utilisation des services, soit l'ordre de fardeau de cancer au Québec, c'est très difficile et c'est primordial à améliorer cette situation. C'est rien à voir. J'aime beaucoup. Vous êtes un élément essentiel dans l'équation, plus particulièrement en fait pour connaître les indicateurs de performance. Parce qu'on va parler d'indicateurs de performance au final. Puis le milieu de la recherche veut s'impliquer là-dedans, mais pour s'impliquer là-dedans, il faut qu'il y ait accès à des données pour aller plus loin. C'est bien ça. Hein? Et mon expérience, c'est pas juste pour les chercheurs que l'accès aux données est difficile. Ça arrive parfois à l'intérieur du gouvernement aussi, aux instituts, agences et tout. Donc, Roxane? Ben, c'est sûr que je suis d'accord avec mes collègues et justement, la mission du Cyrano, dont on est tous les trois membres, est de soutenir et d'éclairer la décision publique. Et cette mission ne peut se réaliser que si on a accès à des données pour pouvoir faire des analyses, des évaluations et alimenter en fait la décision publique.
Et malheureusement, c'est pas facile. Et c'est drôle parce que je sais que le Québec, et je pense notamment aux données médico-administratives, était un précurseur dans les années 1970 dans l'accès aux données, particulièrement de la RAMQ. Et même certaines personnes de l'Europe venaient au Québec justement pour pouvoir faire des analyses sur les banques de données médico-administratives au Québec, parce qu'on avait une réputation au Québec de rendre l'accès beaucoup plus facile qu'ailleurs. Et finalement, de nombreux pays nous ont largement dépassés depuis les années 70 et c'est bien dommage. Et il faut qu'on travaille là-dessus beaucoup, très fort pour pouvoir justement améliorer les choses. Merci Roxane. Il nous reste quelques instants pour rappeler aux personnes qui se sont joints à la rencontre de ce matin, et pour des raisons de transparence, justement, on a mis les différents articles que vous avez publiés dans la conversation en fait, de cet échange matinal. On a eu la chance justement d'avoir Dr Arruda ce matin avec nous. Et puis, Dr Arruda, il va avoir besoin d'aide pour justement aller chercher d'autres ministères à aller mettre en place cette PGPS encore plus fort. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement, à part bien sûr des ressources financières, hein, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme recherche qui pourrait appuyer en fait un travail colossal comme celui-ci? Ben, j'ai l'impression que je me répète un peu, mais je pense, pour moi, c'est vraiment, on a fait un bon bout à mieux comprendre côté des inputs, des ressources, mais il faut avancer mieux sur le côté des résultats, parce que quand on arrive vers de faire ces choix entre des dépenses gouvernementales dans différents secteurs, il faut être capable de dire qu'on va produire beaucoup plus de santé, de bien-être en dépensant nos dollars de telle façon que telle façon. Parfait. Donc, la rentabilité de l'investissement, d'une certaine manière. C'est toujours une question. Oui, exactement. Roxane, Mehdi, le mot de la fin pour vous? Ben, en fait, je vais commencer, puis je vais laisser mon collègue de la grande région de Montréal finir. J'ai adoré ton expression, Mehdi. En fait, moi, j'aurais le goût d'aller dans un sens encore plus large et de dire au Dr Arruda que s'il a besoin d'aide, ça va nous faire plaisir de l'aider, notamment au Cyrano, sur les aspects de développer des recherches pour montrer l'impact de la contribution des autres ministères. Je pense notamment à éducation et travail. Donc, en fait, on le sait, éducation et santé sont interreliées. Les personnes, et là, ça a été largement démontré dans les déterminants de la santé, que les personnes les moins éduquées, malheureusement, sont celles qui ont qui ont les conditions de santé les plus précaires, si je peux dire, et les plus grands facteurs de risque. Donc, il faut absolument, et puis on sait qu'à l'intérieur de l'école aussi, les déficits de l'attention, les problèmes d'apprentissage, etc., relèvent également de la santé publique de manière très globale, si on prend le grand chapeau de la santé publique. Et pareil, au niveau du travail, la satisfaction au travail, le bien-être au travail, je pense notamment au travers de la santé, petite pensée pour eux actuellement qui souffrent beaucoup. Tous ces aspects-là relèvent plus largement de la santé publique. Donc, il y a matière à développer des choses avec les autres ministères et à leur montrer l'impact d'investir en santé publique dans chacun de ces ministères-là. Merci Roxane. Mehdi, tu as le mot de la fin. Ouf, beaucoup de responsabilités. Juste, je pense là aussi, c'est plus un petit peu enfoncer le clou, mais c'est cette idée d'être capable d'accéder aux données. Je pense que c'est juste central, en fait. Si on ne peut pas passer 2 ans, sur des projets de 3 à 4 ans, passer 2 ans à juste obtenir les données, puisqu'après, il ne nous reste plus assez de temps pour faire le point, et souvent, ce qui se passe, c'est cyclique, et donc dans 2 ans, peut-être qu'on n'aura plus cette fenêtre d'opportunité pour se faire entendre et pour informer la décision, puisqu'on sera passé à autre chose. Erin a mentionné ce type de cyclicalité dans les dépenses de santé, dans l'importance, si je puis dire, l'importance sur la scène publique de la santé publique. Pas parce que ça devient moins important, mais c'est parce que juste d'autres choses vont arriver sur le tapis. Donc, c'est vraiment ça de mon point de vue. Et peut-être aussi ajouter ça peut sembler un peu corporatiste, mais la capacité à analyser ces données. Les économistes de la santé ne sont pas si nombreux que ça. Donc, c'est juste développer donc, la formation, permettre à des jeunes, parce que je ne suis plus si jeune, de continuer à apprendre le relais et être capable d'informer en fait, la décision publique pour le système de santé en général et pas seulement pour des interventions très précises médicales. Pardon. Donc, c'est ça. Merci encore. Donc, juste merci pour l'invitation et encore une fois, désolé de ne pas être là en personne. Ben non, ne t'en fais vraiment pas là. Et puis, merci à vous deux de vous être rejoints à distance. Merci à Erin d'être présente avec nous, vraiment.
Ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Cette thématique-là, elle est essentielle. Hein. Et puis, vous le savez très bien, hein, les données sont essentielles de manière générale pour prendre les meilleures décisions. Donc, ça va nous faire plaisir dans tous les cas au niveau de la SPQ, étant donné qu'on est tributaire de vos recherches, de vous accompagner, de supporter en fait l'ensemble de vos démarches de notre côté. Merci à nouveau. Je rappellerai justement en fait que il y a plusieurs webinaires qui ont été réalisés au cours des dernières semaines ou des derniers mois. Il y a des articles qui ont été produits aussi qui sont essentiels à lire en relation avec la chronologie justement de l'investissement en matière de santé publique. À nouveau, Erin, Mehdi, Roxane, merci pour votre temps, pour votre disponibilité. On va se quitter pour une courte pause d'environ 10-12 minutes. Et par la suite, on va revenir en compagnie de Joanne Castonguay, commissaire santé bien-être du Québec. Merci beaucoup.